Je vais essayer de vous parler de l'industrie et de vous expliquer un petit peu ce qu'on essaye de faire et les difficultés qu'on peut rencontrer aussi. Alors, d'abord, quelques chiffres pour situer un petit peu le débat. La chimie, qu'est-ce que c'est? C'est 89 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Et vous voyez que c'est, cela dit, très très loin de la Chine, comme il a été invoqué précédemment, puisque c'est à peu près 10 fois moins, la Chine ayant pris une place dans le commerce et la production de produits chimiques considérable ces dernières années et continuant à le faire. C'est une contribution à l'excédent commercial de la France de 4,4 milliards d'euros et c'est à peu près 155 000 emplois en France. C'est évidemment des utilisations dans de très nombreux domaines, dans le plastique, la pharmacie, les services, les détergents, par exemple, la construction, etc., etc. Je ne vais pas tout détailler, mais les produits chimiques sont utilisés dans de très très nombreuses applications et sont derrière une bonne partie de notre niveau de vie actuel. Sur la pharmacie, quelques chiffres assez similaires d'ailleurs en France. La pharmacie française se situe au 4e rang européen. C'est un excédent de 7,1 milliards d'euros et c'est aussi 100 000 emplois directs, plus de 100 000 emplois induits. Pour ce qui est du groupe Sanofi auquel j'appartiens, le chiffre d'affaires en 2012 était de 35 milliards d'euros. C'est le 4e groupe mondial. Il y a à peu près 110 000 collaborateurs, dont le quart en France. Et en l'occurrence, c'est le premier employeur privé sur le Grand Lyon, avec notamment les sites de Sanofi Pasteur, Mérial et Genzyme, qui sont à moins de 500 mètres d'ici. Maintenant, quelques données sur les aspects hygiène, sécurité, environnement. Et d'abord, un premier point auquel je pense personne n'est vraiment conscient, mais il faut savoir que la chimie est, en termes d'accidents du travail, le secteur le moins dangereux, le plus sûr de toute l'industrie française. Seuls les secteurs des services ont des résultats meilleurs en termes d'accidentabilité que l'industrie chimique. Vous avez quelques chiffres là-haut à droite. Toute branche d'activité, ce qu'on appelle le taux de fréquence en moyenne est de 24,3, pour la chimie au sens large, c'est 12,6, et pour la chimie, les adhérents de l'UIC, donc le syndicat de la chimie, c'est 7,6. Quant à nous, Sanofi, nous sommes au niveau mondial à 1,8, ce qui montre qu'il y a une grande marge de progrès qui est possible pour de nombreuses autres entreprises et secteurs. Et quelques chiffres aussi pour recadrer un peu les idées en termes de mortalité. Sachez qu'en France, il y a à peu près 550 000 décès chaque année. 30 000, par exemple, sont des cancers du poumon. Il y a 18 500 accidents mortels accidents domestiques mortels, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus que les accidents de la route, dont on entend pourtant beaucoup plus parler dans les médias, qui sont à peu près 4 000 aujourd'hui. Et il y a 550 morts par accident du travail, dont seulement 7, c'est évidemment 7 de trop, j'en conviens, mais 7 dans la chimie au sens large et 2 au niveau de l'UIC. Et chez Sanofi, là encore, non pas en France, mais au niveau mondial, nous avons eu la chance cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, d'avoir aucun accident mortel. Quelques chiffres sur les aspects environnementaux, notamment au niveau de l'UIC. 7,5% des investissements sont consacrés à l'environnement et on a par exemple diminué de 86% les rejets de métaux lourds dans l'eau depuis 2006 ou de 50% les rejets de gaz à effet de serre depuis 1990. Maintenant, un petit peu d'histoire, pas trop parce que évidemment, je n'ai pas beaucoup de temps, sur les poisons et des remèdes. C'est une histoire qui est très ancienne, et déjà dès l'Antiquité, on connaissait des poisons. Plus de 7000 poisons, par exemple, sont décrits à l'époque romaine par Pline le Jeune. Et les médicaments, on en utilise depuis également fort longtemps, avec notamment un premier nom dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, Sushruta, qui se trouve en Inde approximativement au 7e siècle avant Jésus-Christ, et puis Paracels, dont vous avez entendu parler tout à l'heure, et puis d'autres, je ne rentrerai pas dans les détails. À la fin du 19e siècle, une centaine de médicaments étaient recensés. La plupart, à ce moment-là, étaient évidemment d'origine naturelle, mais on commençait à avoir également quelques molécules synthétiques.
Les produits sont d'origine naturelle ou de synthèse, et je voudrais juste vous donner quelques exemples sur le tableau de droite. Donc, c'est des données de toxicité aiguë en termes de DL50, avec des chiffres extrêmement variables. Évidemment, le glucose tout en bas, avec une forte DL50, est un produit qui n'est pas toxique, mais vous en avez d'autres qui le sont beaucoup plus. Alors, tout le monde connaît, par exemple, le cyanure de sodium, dont la DL50 est d'environ 5 mg par kilo, mais vous avez des produits qui, en l'occurrence, sont des produits naturels, qui sont beaucoup plus toxiques, notamment la toxine botulique, qui est aujourd'hui le toxique le plus dangereux qu'on connaisse, dont la dose toxique est 1 million de fois plus faible que celle du cyanure, ou la tétrodotoxine qu'on trouve, par exemple, dans le fameux poisson japonais, le fugu. Et puis, un autre produit que je voulais citer, qui est la méthoxine, qui est un produit naturel qui est très intéressant et qu'on a étudié pour ses propriétés anticancéreuses et antibiotiques, mais qui malheureusement est un produit trop toxique pour pouvoir être utilisé tel quel, mais sur lesquels on travaille toujours en recherchant par exemple des dérivés qui seraient aussi efficaces tout en étant moins toxiques, ou en utilisant des approches ciblées, par exemple consistant à coupler ce type de produit à des anticorps de façon à amener la molécule active précisément au cœur des molécules, au cœur des cellules cancéreuses. Alors évidemment, en parallèle au développement de l'usage des substances chimiques, la toxicologie et puis un peu plus tard l'écotoxicologie sont apparues depuis déjà un certain nombre d'années, quelques dizaines d'années. Quelques mots sur la réglementation, peut-être pour en rassurer certains, mais l'industrie est déjà soumise à de très nombreuses réglementations, alors je ne vais évidemment pas rentrer dans tous les détails. Simplement, quelques mots sur l'industrie pharmaceutique. Pour arriver à un médicament aujourd'hui, il faut cribler environ 10 000 molécules au niveau de la recherche expérimentale, en tester 100 dans les tests précliniques, c'est-à-dire les tests de toxicité, pour s'assurer de l'absence de toxicité aux doses thérapeutiques. Et puis, 10 médicaments après, tout ça, c'est plus de 10 ans de développement et 1 milliard d'euros. Bon, je ne vais pas rentrer dans les autres réglementations. Un mot simplement sur les cosmétiques, avec un accent particulier mis sur l'interdiction des essais sur animaux, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. REACH maintenant, quelques mots sur REACH. REACH vise un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. Je crois que ce sera atteint. Ainsi que la libre circulation des substances, et tout en améliorant la compétitivité et l'innovation. Là, j'ai un petit peu plus de doute. Sachez simplement que avant REACH, par exemple, il a été mis sur le marché 10 fois plus de nouvelles substances aux États-Unis qu'en Europe. Bon, quel sera l'impact de REACH? L'avenir nous le dira, mais on peut penser effectivement que REACH, par les mécanismes de substitution et d'autorisation, va favoriser le développement de nouvelles molécules. On verra le futur. Aujourd'hui, c'est surtout quand même pour nous une contrainte, un coût et je dirais même un encouragement parfois à la délocalisation. Car le gros problème de REACH, et il y en a plusieurs, c'est que c'est une réglementation qui est strictement européenne, donc c'est un problème de compétitivité par rapport aux industriels qui sont dans d'autres régions du monde. C'est une réglementation qui est très complexe. Le texte lui-même fait pratiquement 1000 pages. Avec tous les documents d'aide, c'est plus de 10 000 pages. On dit d'ailleurs que c'est la réglementation la plus complexe qui a été éditée par l'Union européenne depuis son existence. Bon, je ne vais pas rentrer après dans le problème de certains détails techniques qui sont, pour lesquels je n'ai pas de temps. Je voudrais juste citer quand même le coût qui n'est pas négligeable. Le coût pour un essai de base, rien que celui des essais, c'est-à-dire sans compter le temps qu'on y passe, c'est 80 000 € pour un dossier de base d'1 tonne par an. Si je ramène ça à 1 tonne par an et un amortissement sur 10 ans, c'est à peu près 8 € par kilo. Alors le coût des produits chimiques est extrêmement variable, mais le coût des produits chimiques les moins chers, par exemple, ça commence à 1 € par kilo, c'est-à-dire beaucoup moins que ce coût. Le coût des phtalates qu'on a évoqué, par exemple, aujourd'hui, c'est 2 € par kilo. Alors évidemment, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus chers et pour lesquels il est plus facile d'amortir le coût, mais c'est loin d'être le cas pour tous les produits. Et c'est d'ailleurs un des problèmes parce qu'en fait, REACH risque d'aboutir à la suppression du marché d'un certain nombre de substances chimiques, mais pas forcément les substances chimiques les plus dangereuses. Ça risque d'être surtout les substances pour lesquelles le coût du dossier aura été trop cher pour l'industriel qui envisageait de la mettre sur le marché. Bon, je passe sur le reste, je n'ai pas trop le temps. Simplement, si quand même un point, alors je ne sais pas si je peux revenir en détail, c'est que quand même pour des raisons de complexité,
on peut quand même être un petit peu inquiet, notamment vis-à-vis des PME pour la prochaine échéance de 2018, car il est clair que pour des grands groupes comme Sanofi, qui peuvent se payer des toxicologues, des écotoxicologues, des gens spécialistes de ces questions, c'est absolument impensable pour la très grande majorité des PME. Or, contrairement aussi peut-être à ce que l'on pense, l'industrie chimique, ce n'est pas que des grands groupes, c'est également un très très grand nombre de PME. Bon, quelques mots sur le système général harmonisé. Sachez qu'avant ce système, il y avait différents types de classifications en Europe qui étaient parfois très différents. Je donne juste un exemple. En Europe, tel produit était nocif, il était toxique aux US et il était non dangereux en Chine. L'intérêt de ce nouveau système d'étiquetage, c'est une harmonisation qui, bien qu'elle ne soit pas parfaite et pas totale, améliore quand même considérablement les choses au niveau de la compréhension et de la communication des dangers au travers du monde entier. Cela dit, il y a aussi quelques problèmes, notamment une charge de travail. Rien que pour Sanofi, par exemple, et l'équipe dont je m'occupe, c'est 10 000 substances que nous avons été amenés à reclasser selon ces nouvelles règles. Ce n'est donc pas négligeable. Il y a des critères qui sont difficiles à appréhender. Et puis, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais un autre point qui me paraît important, c'est la prise en compte parfois insuffisante de la puissance de l'effet. À titre d'exemple, je vous ai donné quelques produits qui sont des cancérigènes avérés, donc du groupe 1 pour le Centre international de recherche pour le cancer, qui est basé ici à Lyon, et qui sont classés de façon à peu près similaire en Europe. Or, quand vous voyez les données expérimentales, ce qu'on appelle les TD50, donc ça vient d'un site américain, c'est-à-dire la dose, en gros, pour simplifier, qui a induit des cancers dans 50% des animaux testés. À une extrémité, vous avez l'éthanol, avec une dose très élevée de 9000 mg par kilo, et à l'autre extrémité, vous avez un produit dont on a parlé tout à l'heure, l'aflatoxine, dont la TD50 est de 0,003 mg par kilo, donc une valeur quand même qui est 1 million de fois plus faible, et ces produits, en fait, sont traités de la même manière. Donc là, encore, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que le simple étiquetage, cancérigène ou pas, et rentrer un peu plus dans le détail par le biais d'une évaluation précise des dangers et au-delà par le biais d'une évaluation des risques. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Sanofi ? Eh bien, en termes de santé et d'hygiène, et là je parle de protection des opérateurs, notamment pour faciliter la communication et la gestion du risque, nous avons mis en place un système de cotation, et on n'est pas les seuls, d'ailleurs la plupart des sociétés pharmaceutiques et beaucoup de sociétés chimiques le font, un système de notation assez simple des produits sur une échelle de 1 à 5, les produits les moins dangereux étant 1, comme le glucose par exemple, ou le sel de cuisine, jusqu'à des produits donc bien plus dangereux, comme des OEB5, comme là j'ai cité deux principes actifs utilisés en oncologie, ou encore la vitamine D, qui est, elle, pourtant aussi un produit naturel, mais qui est active à des doses tellement faibles que c'est vraiment un produit dont il faut se protéger. Et en fonction du niveau d'OEB et du niveau d'exposition potentielle des opérateurs, on va être amené à mettre en place des moyens de protection différents, de plus en plus sophistiqués, comme vous pouvez le voir ici avec une photo de ce qu'on appelle une boîte à gants ou un isolateur, de façon à prévenir tout contact possible entre le produit et l'opérateur. Des démarches similaires sont en place également en termes de sécurité, je ne vais pas en parler. En termes d'environnement, on a également un système de cotation. On réalise un certain nombre d'études d'écotoxicité et de biodégradabilité, en allant d'ailleurs au-delà de la réglementation actuelle. On travaille dans nos procédés pour l'amélioration des procédés, par exemple sur le choix des solvants, sur le traitement des rejets. On a mis en place des indices, par exemple, au niveau des procédés pour améliorer l'efficacité matière, c'est-à-dire diminuer l'usage des matières premières et la production de déchets, et évidemment aussi diminuer l'usage de l'énergie, avec tout de même un point important qui est, par exemple, on a souvent à faire des choix entre efficacité et danger. En effet, si on veut avoir des réactions qui marchent bien, limiter notamment les rejets, on a intérêt à utiliser des réactifs qui sont efficaces et qui vont réagir facilement sur les produits chimiques. Le seul problème, c'est que s'ils réagissent sur les produits chimiques, souvent, ils réagissent aussi sur des molécules biologiques et donc sur les organismes. Et donc, ce sont des molécules dangereuses. Donc, on a des compromis à faire entre l'efficacité, les intérêts environnementaux
et des intérêts en termes de toxicité. Et puis je vous donne ici quelques chiffres d'évolution sur les progrès qu'on fait constamment en termes, par exemple, de consommation d'eau ou de rejet d'équivalent CO2. Un petit mot sur les méthodes alternatives, qui est un grand sujet. Vous savez que REACH encourage effectivement ces méthodes. Alors il y a plusieurs types de méthodes. On parle d'analogie, on fait des analogies avec des substances voisines. On parle de méthodes in silico, quand on fait des calculs, par exemple à partir de la structure, avec des résultats qui peuvent être assez intéressants pour prédire la génotoxicité des substances, par exemple. Et puis donc toutes les méthodes in vitro, les méthodes utilisant des cultures de cellules, par exemple, et puis les méthodes ex vivo. J'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans beaucoup de détails. Alors, les avantages, c'est évident, c'est la réduction du nombre d'animaux de laboratoire. Il y a un aspect éthique auquel tout le monde pense. Il y a pour nous aussi, c'est un intérêt qui, je crois, est partagé entre l'industrie et les défenseurs de l'environnement et des animaux, car pour nous, c'est aussi une diminution des coûts et une diminution des délais. Cela étant, il y a malheureusement à ce jour très peu de méthodes validées. Le seul domaine auquel on a maintenant des méthodes qui marchent bien, c'est pour l'irritation et la corrosion, avec notamment, c'est la petite photo qui est là-haut à gauche, en haut à droite, pardon, où on utilise des systèmes sur culture de cellules et qui donnent des résultats satisfaisants. Mais c'est malheureusement à peu près le seul domaine où il y a vraiment des méthodes alternatives qui sont validées et utilisables. Parce qu'en fait, il est quand même très très difficile, voire impossible de prendre en compte toutes les interactions qu'il peut y avoir in vivo et en moyen et à long terme, par exemple dans des cultures cellulaires. En tout cas, à ce jour, peut-être que le futur améliorera les choses. Et puis, au-delà de cela, il y a même des problèmes d'acceptabilité réglementaire, c'est-à-dire qu'en termes de toxicité aiguë, par exemple, au niveau de Sanofi, on utilise une méthode de toxicité sur cellules. Malheureusement, c'est une méthode qui n'est pas encore agréée et qu'on ne peut pas utiliser dans tous les dossiers réglementaires qui, pour l'instant, du fait de l'état de la réglementation, nous obligent encore à utiliser des animaux. Mon dernier slide, c'est pour parler très rapidement des modulateurs endocriniens ou ce que vous appelez des perturbateurs endocriniens. Ce que je voulais dire d'abord, c'est que pour nous, c'est d'abord un mode d'action pharmacologique et ou toxicologique et non un critère de danger. Il y a des critères de danger comme la cancérogénicité, comme la reprotoxicité par exemple, et effectivement un certain nombre de produits ayant ce mode d'action peuvent avoir un effet cancérigène ou un effet sur la reproduction. Il y a de très nombreux produits qui ont ce type d'effet. D'abord des hormones naturelles, qu'elles soient d'origine humaine, animale, voire végétale, des hormones de synthèse qu'on utilise à des fins médicales et ou thérapeutiques, et puis un certain nombre de produits chimiques qui sont d'ailleurs extrêmement divers. Bon, il en a été cité un certain nombre que je ne vais pas reciter, mais même la caféine, par exemple, a certains effets de ce type. Enfin, c'est un sujet qui est quand même encore aujourd'hui très, très, très controversé, avec quels sont les dangers et surtout quels sont les risques, c'est-à-dire au-delà de l'identification des dangers, de savoir évaluer correctement les risques pour la population et pour l'environnement, avec également des problèmes en termes d'identification, c'est-à-dire d'essais, quels sont les essais validés, qu'est-ce qu'ils veulent dire, quelle est leur représentativité. Et voilà, et ce que je pense pour terminer, c'est qu'il y a un dispositif réglementaire, et ce que nous souhaitons, c'est que ce type de produit soit pris en compte dans le cadre de REACH et qu'on ne rajoute pas une réglementation supplémentaire. Cela dit, pour conclure, il va de soi que si des substances présentent véritablement des risques pour la population ou pour l'environnement, il me paraît tout à fait normal qu'elles soient encadrées, voire réglementées et interdites si c'est vraiment le cas. Je vous remercie.